Et merci Laurence. Donc, vous n'écoutez pas ce que raconte Laurence, parce que Madame Bosson de Chazon, parce que c'est l'amitié qui est aveugle. Et donc, vous avez fait une énième preuve de cécité à mon égard. Oui, 90 ans, c'est un anniversaire important. 90 ans et pas une ride. Je serais tenté d'emprunter un bel article du professeur Luigi Condorelli sur la Cour internationale de justice. Consécration, car c'est le point d'aboutissement d'un long calvaire. Et pourtant, le 90e anniversaire de ce pacte est passé, hélas, presque inaperçu dans la presse générique mondiale, si l'on fait exception pour quelques quotidiens rares, quotidiens sérieux. Faut-il donc rappeler que M. Frank Kellogg reçut le prix Nobel de la paix en 1929 pour son rôle en tant qu'aspirateur et initiateur de ces pactes, alors que M. Aristide Briand, président français et en même temps ministre des Affaires étrangères français, avait déjà été béni en 1926 de ce même prix, conjointement avec M. Stresemann, pour son rôle dans la réconciliation avec l'Allemagne et le tissage des accords de Locarno, qui jouaient un rôle important. L'accord de Locarno qui date de décembre 1925. Or, si l'article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies est la grundnorme de ce nouveau contrat social né décembre de la Seconde Guerre mondiale, je pense que le pacte de Paris ou le pacte Briand-Kellogg est la Urnorme, si vous préférez, donc si vous aimez les pains, c'est le levain-chef de la norme qui finalement verra le jour en 1945 avec la Charte des Nations Unies. Ou si vous êtes cybernétique, vous pouvez appeler l'article 2, paragraphe 4 comme étant le pacte 2.0 de la Charte des Nations Unies. Oui, c'est une amélioration, c'est une mise à jour, mais je ne vous parlerai pas de l'article 2, paragraphe 4 de la Charte. En tout cas, il y aura un avant et un après le pacte Briand-Kellogg. C'est un peu le point de basculement. C'est un changement de paradigme à la Cour. C'est un tilting point, comme a dit d'ailleurs ce monsieur qui est Hartley Shawcross, procureur britannique au tribunal militaire international de Nuremberg. Et même l'International Law Association en 1934, dans sa résolution interprétative du pacte, a dit la chose suivante. There is growing conviction among lawyers throughout the world that 19th century ideas can no longer be allowed to dominate our legal thinking. Fin de citation. Et c'est vrai, il y a une sorte d'unisson à cet égard. Que ce soit des juristes, que des diplomates, ils sont tous d'avis que, effectivement, le pacte de Paris ait changé la manière de concevoir le système international en mettant au centre de cet ordre juridique l'interdiction de la guerre. Vrai. Et Henry Kissinger n'hésitait pas à appeler ces pactes « irresistible as it was meaningless ». De même que le père de la stratégie américaine du containment, George Kennan, dont l'idée du containment domina la politique étrangère des États-Unis pendant une bonne partie de la guerre froide, l'avait liquidé sans embâche comme étant childish, just childish. Les leaders politiques de l'époque étaient en revanche plus élogieux. On est en 1928, avant le crack. Même Mussolini n'hésitait pas à les qualifier, de sublimes, voire de transcendantales, alors que le Premier ministre japonais lui fit écho en l'adoubant de sublimes et magnanimes traités. Je n'aurais terminé avec le lyrisme d'un sénateur américain qui parla de « international kiss ». Quant à nous, les internationalistes de l'époque le chérirent, et les internationalistes d'aujourd'hui continuent de lui vouer une affection comparable à celle qu'on voue à des aïeux fameux, un peu comme les portraits qu'on a dans certains couloirs, portraits poussiéreux dans les couloirs de certaines maisons, on a donc les portraits des ancêtres. Brierly, a legal document of revolutionary importance to the system and the science of international law. L'autre pacte, chargé de la 5e et 6e édition du Oppenheim, ajouta 20 pages dédiées au pacte qui avait, selon lui, effected a fundamental change in the system of international law. Or, pour mieux comprendre l'avancée notable réalisée par le pacte de Paris, il faut situer celui-ci dans son contexte, car la signification d'un événement historique comme celui-ci se déduit également, sinon principalement, de son environnement temporel. Rassurez-vous, je ne partirai pas du droit romain, mais je commencerai tout de même de cette idée qui dominait à la fois la pensée juridique et le droit international positif. Et je commencerai de la deuxième conférence de La Haye, de paix de La Haye de 1907, qui est marquée par une étourdissante dissonance juridico-diplomatique. Car d'une part, il y a la troisième convention de La Haye relative à l'ouverture des hostilités, qui codifie l'exigence d'un avertissement préalable
et non équivoque, et qui aura soit la forme d'une déclaration de guerre motivée, soit celle d'un ultimatum avec déclaration de guerre conditionnelle. C'est donc l'article que vous avez ici, l'article 1er de la troisième convention, convention relative à l'ouverture des hostilités. Article 1er qui déclare une règle coutumière préexistante, qui est le jus ad bellum, c'est droit subjectif attaché à la qualité d'État, et qui permettait à un État de se faire justice lui-même et résoudre les différends internationaux. Donc la guerre, en filigrane de cette convention, demeure un procès, et le sort des armes sera la sentence définitive et sans appel, la plupart du temps habillée par un traité de paix confectionné avec le décor qu'il le faut. D'autre part, d'où la cacophonie, cette deuxième conférence de la paix et de la Haye de 1907 enfanta d'une autre convention, la deuxième, appelée Dragoporter, celle que vous avez donc en tout dernier lieu, c'est-à-dire celle-ci. La deuxième convention, appelée également Convention Dragoporter, du nom des deux inspirateurs, les ministres des Affaires étrangères argentins, M. Drago, et le secrétaire du département d'État américain, qui sera le premier d'une grande lignée de secrétaires du département d'État qui vont émailler l'évolution du régime de la force. Nous allons le voir tout à l'heure, en tout cas dans la première partie du XXe siècle. Cette deuxième convention introduisait l'illicéité du recouvrement coercitif des dettes contractuelles, c'est-à-dire la diplomatie de la canonnière. Cette pratique odieuse, dans les termes de M. Drago lui-même, s'est concrétisée donc dans les bombardements d'un pays, dans le blocus des ports, bref, arriver à considérer l'État débiteur, l'État en default, comme on dirait aujourd'hui, comme un vulgaire voyou de criminalité économique, et donc il avait la possibilité de le mettre en demeure pour obtenir le repaiement de ses dettes. Or, cette convention va donc introduire l'illicéité temporaire de cette mise en demeure. C'est-à-dire l'État débiteur doit se soumettre à une procédure arbitrale qui tranchera les différends entre lui et d'autres États, ou lui et d'autres acteurs non étatiques qui auraient souscrit aux obligations monétaires qu'il a donc faites. Et il y avait ces sortes de moratoires, c'est-à-dire qu'aussi longtemps qu'il y avait la procédure arbitrale en cours, et aussi longtemps que les deux États ou l'État et les autres acteurs non étatiques respectaient la sentence arbitrale, l'État débiteur était blindé par la Convention de Dragoporter. Donc, l'illicéité du recours à la force existait certes, mais était à condition que les deux États jouassent le jeu du règlement arbitral. C'est-à-dire qu'ils jouaient donc effectivement le jeu du règlement pacifique des différends internationaux. En conséquence, il n'est pas erroné d'affirmer que cette convention excluait de l'autoprotection armée des États le domaine des dettes contractuelles. Mais c'était déjà une première fissure. Et dans cette première fissure, dans cette brèche, sont engouffrés pas moins de 3 chevaux de Troie que vous voyez ici. Tout d'abord, le Bryan Treaties, le pacte de l'SDN, et ensuite le malheureux protocole de Genève de 1924. Rassurez-vous, j'y passerai seulement 5 ou 6 minutes, pas davantage. Mais pour comprendre l'avancée qui a été réalisée par les pactes, il était nécessaire de comprendre quel était l'état du droit international positif en matière de recours à la guerre. Le premier coup de butoir au jus ad bellum illimité de l'État de mener la guerre, c'est les Bryan Treaties, un réseau très dense d'accords bilatéraux tissés dès 1913 par les États-Unis. À la fin de ces pratiques, on recensa à peu près une quarantaine de ces accords bilatéraux. Ces accords bilatéraux prévoyaient, ou plutôt l'article 1er, prévoyait donc une double obligation. Primo, dès l'émergence d'un différend, les parties doivent s'abstenir de recourir à la guerre pendant une période de 12 mois, ce qu'on appelle un cooling-off period, une période de refroidissement des ardeurs belliqueuses. Pendant cet intervalle, il ne restait pas les bras croisés, mais il y avait une commission d'enquête instituée par ce traité chargée de rendre un rapport endéant un an aussi, donc le même intervalle, 12 mois, permettant d'élucider les faits matériels générateurs du différend. Ce n'était pas un tribunal, ce n'était pas un organe juridictionnel international, c'était donc une commission d'établissement des faits, une commission d'enquête tout à fait utile, propédeutique à un règlement final et ultime du différend. Ainsi apparaît pour la première fois dans l'histoire juridique la consubstantialité entre deux obligations qu'on retrouve désormais parmi les principes fondamentaux de la Charte, c'est-à-dire
l'interdiction, dans ce cas c'est le moratoire, mais l'interdiction de la force et l'obligation de régler pacifiquement les différends internationaux. Principe que vous retrouvez d'ailleurs aux articles, respectivement aux articles 2, paragraphe 3 et 2, paragraphe 4 de la Charte. Certes, comme je l'ai déjà anticipé, il s'agit d'un moratoire et non pas d'une interdiction, car à l'issue de la période de refroidissement des ardeurs belliqueuses, les États partis aux différends retrouvent leur liberté originelle, suspendue par les traités, et peuvent donc recourir à leur droit d'autoprotection armée. Or, le déroulement et la conclusion de la Grande Guerre, me semble-t-il, donnèrent une impulsion salutaire à une prise de conscience que l'ius ad bellum des États devait être restreint. La Première Guerre mondiale, qui avait été qualifiée peut-être hâtivement de « war to end all wars », réussit à inciter les États à mettre hors la loi la guerre en tant que moyen d'autoprotection armée de leurs droits subjectifs et intérêts juridiques. Je vais maintenant à la deuxième étape. Le pacte de l'Esdène, annexé au traité de Versailles, incarne deux approches différentes à la réglementation de la guerre, qui se retrouvent dès lors étroitement imbriquées. En effet, d'une part, il reprend des Bryan Treaties, et aussi d'une certaine manière de la Convention de Drago-Porter, l'idée des moratoires, prévoyant une procédure aussi bien juridictionnelle que politique que tout État devait suivre, et tout État membre devait suivre avant de recourir à la guerre. D'autre part, et là c'est l'innovation, le pacte de l'Esdène qualifiait certaines guerres de fondamentalement, de radicalement illicites, comme les guerres d'agression, bien évidemment, ou celles dirigées contre un État qui se conformait à une décision juridictionnelle, donc apparaît de nouveau la consubstantialité avec le règlement pacifique des différends, mais également une guerre dirigée contre un État qui se conformait à une décision prise par le Conseil de l'Esdène à l'unanimité. En fin de compte, quelle était l'attitude générale du pacte, un peu comme un Janus bifront? On a d'une part le moratoire, mais ensuite on revient à la guerre. D'autre part, il y a quand même une catégorie de guerres qui sont considérées comme étant fondamentalement licites. Donc il y a vraiment ce Janus bifront. Quelle est donc l'attitude générale de ces pactes par rapport à la guerre? Je pense qu'il est intéressant de regarder un extrait, un fragment du préambule, dans lequel on lit, je cite, qu'il importe d'accepter certaines obligations de ne pas recourir à la guerre. Certaines obligations. Certaines obligations, nous les avons vues, de nature plutôt procédurale. En conséquence, il ne s'agissait pas de mettre hors la loi la guerre, mais plutôt de brider le droit de l'État de mener la guerre, de corseter ses droits dans une procédure obligatoire. Toutefois, et à tout le moins, le pacte de l'Esdène, comme le dit Brownlee, et je cite, créa, in view of its general purpose and its particular provisions, a presumption against the legality of war as a means of self-help. Donc une présomption. Sous les chemins des croix menant à l'interdiction de la guerre, on ne peut pas passer sous silence la tentative, certes malheureuse, infructueuse, avortée, du protocole de Genève de 1924. Dernière étape et prélude final au pacte de 1928. Ce protocole, voilà, ce protocole de Genève qui devait amender les dispositions pertinentes du pacte de l'Esdène, donc devait être ratifié par l'ensemble des États membres de l'Esdène, prévoyait à son article 2 qu'en aucun cas ils ne doivent recourir à la guerre, sauf légitime défense et en cas de sanctions militaires autorisées par les conseils de l'Esdène. Mais ces protocoles, nous le savons, n'entrent jamais en vigueur. On est à 4 ans avant. Hein. Il y a une accélération, on le verra tout à l'heure, du processus coutumier. On est 4 ans avant le pacte de Paris. Mais ce protocole n'entra jamais en vigueur. Alors, question qu'on peut se poser, qu'on doit se poser en tant que juriste internationaliste, est-ce que, à la lumière de la jurisprudence internationale solidement établie, est-ce qu'on peut considérer, est-ce qu'on peut penser, imaginer que ce traité international, et là je cite la Cour, est servi de base ou de point de départ à une règle qui, purement conventionnelle ou contractuelle à l'origine, se serait depuis lors intégrée à l'ensemble du droit international général et aurait été plus tard acceptée à ce titre par l'opinion iuris, de telle sorte qu'elle se serait imposée à tous les États. Tout internationaliste averti aura immédiatement reconnu ces lignes fameuses et incontournables de la Cour internationale de justice en matière de rapport entre droit international conventionnel et droit international coutumier. J'en viens donc au pacte. Le prodrome du pacte doit être recherché
dans un article de M. Levinson, avocat états-unien et pacifiste à ses heures perdues, qui a paru en 1918 dans les New Republic. Ni plus ni moins, ces juristes, alors que les premiers conflits sévissaient encore en Europe, il y appelait de tous ses voeux la mise hors la loi de la guerre. À cette initiative absolument privée se joignit quelques années plus tard, et ce fut aussi peut-être l'occasion d'un différend personnel entre ces deux personnes, et il s'est joigni quelques années plus tard un professeur d'histoire de la Columbia University, M. Shotwell, qui lui avait fait partie de la délégation du président Wilson aux négociations de paix de Paris de 1919. Celui-ci écrivit en 1927 un vibrant courrier à M. Aristide Briand, donc c'est une initiative absolument personnelle, lui faisant part de son projet de mise au banc de la guerre, tout simplement, en reprenant d'une certaine manière aussi l'idée de M. Levinson. Le président français et ministre des Affaires étrangères, M. Briand, enthousiaste bien évidemment, l'invita à Paris pour en discuter de vive voix. Lors de cette rencontre, ils décidèrent de célébrer le 10e anniversaire de l'entrée en guerre des États-Unis aux côtés des puissances alliées associées par la publication dans la presse états-unienne d'un projet de traité bilatéral entre Paris et Washington. Ce n'est pas terminé, puisque le 25 avril 1927, quelques jours à peine plus tard, la parution dans la presse états-unienne de ce projet de traité qui fit l'effet d'une bombe, notamment outre-océan, outre-mer, le secrétaire d'État américain, M. Kellogg, se trouva sur son bureau la lettre, cette fois-ci démarche officielle, de M. Aristide Briand, lui proposant de conclure un traité ayant les mêmes contenus, très simples, parce que le pacte Briand-Kellogg comporte 3 dispositions, dont 2 sur le fond et un article sur la manière d'y devenir partie. Alors, cette note diplomatique envoyée par M. Briand contenait un projet de traité bilatéral, c'est comme ça qu'il avait été intitulé, un traité bilatéral d'amitié perpétuelle entre la France et les États-Unis. Kellogg fut, je dirais même à juste titre, désarçonné par cette démarche mi-privée, mi-publique, convoqua immédiatement son staff, mais ne réagit pas immédiatement à la proposition de M. Briand. Il était aussi et surtout habité par la crainte, peut-être légitime d'un point de vue du responsable des affaires étrangères des États-Unis, qui avait décidé de ne pas devenir membre de la SDN, d'être englué, leur malgré, dans le système européen d'alliance de légitime défense collective, dans les bourbiers européens, à nouveau. Il devait cependant répondre à la lettre de M. Briand. Courtoisie internationale oblige, entre anciens alliés, d'où l'idée ingénieuse, est-ce que c'est un escamotage, c'est le deux, est-ce qu'une conviction profonde, certainement, de transformer le projet de traité bilatéral d'amitié perpétuelle, il n'y avait pas besoin entre la France et les États-Unis, en convention multilatérale. Donc la réponse états-unienne, quelques mois plus tard, à cette proposition française, comportait une double extinction. Ratione personarum, ouvrir ce traité bilatéral et en faire une convention multilatérale ouverte. Ratione materie, bannir non seulement les guerres d'agression, mais également, et je cite, toutes les guerres poursuivies en tant qu'instrument de politique nationale. Et ça sera précisément, ça c'est l'œuvre de M. Kellogg, ça sera donc la grande différence. Pas que les guerres d'agression, qui d'ailleurs étaient déjà illicites au sens de l'article 10 du pacte de l'SDN, mais les guerres poursuivies en tant qu'instrument de politique nationale. Comme le dira M. Briand lui-même lors de la conférence de Paris, la guerre, dans sa forme la plus effroyable, je cite, c'est-à-dire égoïste et intentionnelle, c'est la mise hors la loi. Le 27 août 1928 fut signé à Paris le pacte Briand-Kellogg. Les stylos utilisés pour la signature du pacte étaient décorés de la formule « si vis pacem para pacem », une évidente variation de celle attribuée à Vegetius. Mais les Suisses étaient également présents, parce que les gardes suisses ouvrirent et fermèrent la courte mais très pompeuse cérémonie de la signature du pacte, probablement prêtée par le pape de l'époque. Par son article premier, les États se privent ainsi de leur plus puissant outil de politique étrangère. Ils allèrent donc très loin dans ce que moi j'ai appelé l'automutilation, à tel point qu'un auteur contemporain, un juriste contemporain, qualifiait le pacte de véritable mirage. A-t-il codifié du droit déjà existant ou a-t-il au contraire créé du droit nouveau?
Je vous propose le même schéma de lecture de la Cour internationale de justice dans les affaires du plateau continental de la mer du Nord, dont je vous ai lu tout à l'heure un extrait caché. Est-ce qu'on peut imaginer que le pacte de Paris ait cristallisé donc une règle coutumière, in statu nascendi, bref, qu'il ait constitué le point d'aboutissement d'un processus coutumier, probablement déclenché par le protocole de Genève de 1924, menant à l'interdiction de la guerre. Si tel est le cas, c'était un processus de création de règles coutumières très rapide, une coutume à grande vitesse, presque une instant customary law. En tout cas, Brierly était relativement convaincu de ceci déjà à l'époque, une dizaine d'années plus tard, parce qu'il n'hésitait pas à affirmer que le pacte de Paris, je cite, « reflected and recorded a fundamental change in customary law in regard to the legality of war ». Dans son article 2 du pacte, on retrouve le corollaire de l'interdiction de la guerre. Donc on retrouve également ce binôme fondamental qui marque les relations juridiques internationales d'aujourd'hui encore, heureusement d'ailleurs, c'est d'une part l'obligation négative de recourir à la guerre, d'autre part l'obligation positive de résoudre par des moyens pacifiques les différends internationaux. Ce sont deux faces de la même médaille, article 2, paragraphe 3 et article 2, paragraphe 4 de la Charte. Il s'agit d'une avancée notable par rapport au droit international positif, notamment par rapport à la deuxième convention de la Haye, la convention Drago-Porter, parce que non seulement l'interdiction de la guerre n'est plus confinée aux seuls différends relatifs aux dettes contractuelles, mais elle est devenue une interdiction générale, en tout cas pour les guerres qui sont poursuivies en tant qu'instrument de politique nationale, mais aussi et surtout, et je veux bien insister sur ce point, qu'à la différence de la deuxième convention, donc la convention Drago-Porter, l'obligation de ne pas recourir à la guerre n'est pas suspendue, ne dépend pas du respect par les États partis de respecter le jeu du règlement arbitral. Les États doivent s'abstenir de recourir à la guerre, même si aucun de deux ou l'un d'entre eux ne joue pas le jeu du règlement arbitral. Donc le pacte de 1928 réaffirme ces deux obligations, l'interdiction négative de recourir à la guerre et l'obligation positive de régler par des moyens pacifiques les différends internationaux, mais il les déconnecte. Donc l'obligation de ne pas recourir à la guerre ne dépend plus du respect par les États partis de l'obligation de régler les différends par des moyens pacifiques. 63 États y étaient partis à l'orée de la Deuxième Guerre mondiale, à savoir la quasi-totalité des États composant la communauté internationale de l'époque. Toutefois, et j'y reviendrai sur le champ, plusieurs États assortirent leurs instruments de ratification et d'adhésion des déclarations, appelons-les comme ça pour l'instant. On verra tout à l'heure quelle est la nature juridique de ces actes unilatéraux qui étaient greffés sur les instruments de ratification et d'adhésion ou qui parfois précédèrent la signature du pacte lui-même. Certains États latino-américains ne furent pas convaincus par ces déclarations et considérèrent ces déclarations comme pouvant affaiblir l'efficacité de l'interdiction contenue dans le traité, l'interdiction de la guerre, et ils décidèrent plus tard de conclure un autre traité, un traité régional, le traité Saavedra-Lamas, le 10 octobre 1933, du nom du ministre des Affaires étrangères argentin, Saavedra-Lamas, qui reçut lui aussi, en 1936, le prix Nobel de la paix pour son rôle d'inspirateur. Donc il y a déjà 3 prix Nobel de la paix, justement, qui découlent de l'interdiction générale du recours à la guerre. Réserve ou déclaration interprétative ou autre chose. Donc, avant la conclusion du pacte de Paris, il y a une intense activité diplomatique. Une intense activité diplomatique et une volumineuse correspondance diplomatique entre les États. Ils s'échangent des points de vue. Appelons-les comme ça, des points de vue sur le contenu et la signification de cette interdiction révolutionnaire. Borchardt, dans un commentaire paru à chaud, paru dans l'American Journal of International Law, on conclut que toutes ces reservations or qualifications will constitute the binding official interpretation of the obligations incurred par les parties contractantes. Il a raison. Les États membres mirent une année avant d'effectivement conclure ce traité. Ils parlèrent de cette interdiction.
Alors, comment peut-on les considérer? Comment peut-on les envisager, les appréhender? Comme des déclarations interprétatives. Alors, dans ces cas-là, s'il s'agit d'une déclaration interprétative, elle lie l'auteur qui les a émises. Donc, c'est une auto-interprétation qui émane d'une future partie contractante. Mais si ces déclarations interprétatives ou si ces actes unilatéraux sont acceptés par d'autres États, ce qui fut le cas pour certaines déclarations, mais pas pour d'autres, qui furent en revanche rejetées et refusées par d'autres États, alors si elles sont acceptées, elles deviennent un accord interprétatif ou un contexte au sens de l'article 31, paragraphe 2, littère B de la Convention de Vienne, tout instrument accepté par les parties à l'occasion de la conclusion d'un traité. Mais on peut aussi les considérer comme des réserves. En tout cas, certaines d'entre elles comme des réserves. Je vous laisse juger vous-même par la première de ces déclarations unilatérales, une de celles qui ont été émises ou formulées plutôt par la Grande-Bretagne. Alors, qu'est-ce que c'est une réserve? Rapidement, c'est une déclaration unilatérale faite par un État à des moments bien précis, quelle que soit sa dénomination, visant à exclure ou à modifier l'effet juridique du traité à l'égard de ses parties. Toujours en filigrane de cette définition, regardez la première de la Grande-Bretagne. Cette réserve se trouve dans une note diplomatique de Sir Austin Chamberlain du 18 juillet 1928. Mais avant d'esquisser une possible analyse de la nature juridique de cette déclaration, appelons-la comme ça, primo, il faut rappeler que le traité est absolument silencieux en matière de réserve, et deuxièmement, quel est le régime juridique des traités silencieux en matière de réserve à l'époque où les traités étaient conclus. Nous avons la réponse toute prête. À nouveau, la Cour internationale de justice nous vient en aide et nous rappelle, dans son formidable avis consultatif de 1951 sur les réserves à la Convention sur la prévention et répression du crime de génocide, qu'à l'époque de la conclusion du pacte de 1928, pour qu'un État réservataire pût devenir partie à un traité, il fallait l'acceptation de sa réserve par tous les États parties contractantes. Il suffisait que l'un seul des États rejeta ou n'accepta pas donc cette réserve pour que l'État réservataire ne devienne pas partie au traité. C'est donc le principe de l'unanimité de l'acceptation de la réserve qui lui aussi découlait d'un principe qu'on retrouve encore dans la Convention de Vienne, qui était en vigueur à l'époque et qui l'est toujours d'une certaine manière aujourd'hui, c'est que le texte d'un traité peut être adopté par le consentement de tous les États ayant participé à la négociation. C'est l'article 9, paragraphe 1er. Donc, je vous laisse juger par vous-même si celle-ci est une réserve ou pas. C'est la British Regional Doctrine. Qu'est-ce que c'est la très controversée British Regional Doctrine? C'est le droit dont s'était arrogé la Grande-Bretagne de mener la guerre là où, dans certaines vital regions of régions du globe, dont the welfare and integrity constitute a special and vital interest for Great Britain. Donc, il y avait certaines régions du globe dans lesquelles, vis-à-vis desquelles, la Grande-Bretagne se réservait le droit de ne pas respecter le pacte Briand-Kellogg, tout simplement. Donc, c'est une délimitation du champ d'application territorial du pacte Briand-Kellogg. C'est probablement une réserve. D'ailleurs, cette réserve, telle que je la conçois, fut rejetée par l'Union soviétique, la Perse et la Turquie, comme étant non seulement contraire au pacte, mais aussi ces États contestaient le caractère, je cite, self-judging et discrétionnaire de cette réserve. Donc, la Grande-Bretagne pouvait effectivement changer, modifier la liste de ces vital regions of the world, et à chaque fois, donc, limiter au fur et à mesure, au fil de ces déclarations, au fil de ces modifications successives, le champ d'application territorial du pacte Briand-Kellogg. Mais d'autres États aussi avaient formulé des déclarations qui frisaient dangereusement avec une réserve. Aristide Briand exprime dans sa note diplomatique du 14 juillet 1928 envoyée à tous les États, invités à approuver le pacte, exprime, disais-je, sa satisfaction. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé? Dans une précédente note française par laquelle la France exprimait des doutes quant à la compatibilité des accords de Locarno avec le pacte de 1928, la France avait dit
on va appliquer le pacte de 1928 sans préjudice des accords de Locarno, qui étaient l'étoile polaire de la politique étrangère de la France et européenne à l'époque. Ces États, dont notamment les États-Unis, et je vous dis donc quelle était la réponse états-unienne, la réponse est formulée de la manière suivante: comprennent les soucis légitimes de la France. Fin des citations. Donc Aristide Briand reçoit cette compréhension de la part des États-Unis et affirme: dans cette situation et à ces conditions, la France est prête à signer les traités. On n'est pas très loin d'un acte juridique complexe formé de déclarations unilatérales faites par des États dont le but est effectivement de parvenir à une interprétation ou en tout cas à une construction des dispositions pertinentes du traité. J'en terminerai avec les réserves ou déclarations interprétatives ou autre chose, avec une prise de position très forte faite par les États-Unis dès le début. Les États-Unis ont dès le début réaffirmé le caractère inhérent et self-judging, à nouveau, ça doit être un complexe des États, du droit de légitime défense. Je cite: « Toute nation est compétente pour déterminer si les circonstances requièrent le recours à la force au titre de la légitime défense. » C'est la note diplomatique du 23 juin 1928. Vous voyez donc ici, derrière moi, à l'écran. En revanche, nous le verrons tout à l'heure, cette déclaration sera, plutôt le caractère prétendument self-judging du droit de légitime défense sera balayé par la jurisprudence internationale, et à juste titre d'ailleurs. Question qu'on peut se poser aujourd'hui, est-ce que le pacte de 1928 est-il encore en vigueur? Le pacte ne contient qu'une clause de dénonciation, a été conclu pour une durée indéterminée. Ce qui a fait dire à Brownlee, je cite, qu'il jouit d'une immunity from denunciation. Alors, nous sommes tous des internationalistes, nous savons qu'il y a une disposition dans la Convention de Vienne, aussi controversée soit-elle, je pense que la jurisprudence s'accorde pour considérer les caractères du droit international coutumier. C'est l'article 56, paragraphe 1er, dit qu'en l'absence d'une possibilité pour l'État de dénoncer un traité et de s'en retirer, il y aurait une possibilité, un droit de dénonciation unilatérale si, primo, article 56, 1, littera A, si telle était l'intention des parties d'admettre un droit de dénonciation ou de retrait unilatéral. Donc, il faudrait prouver, à l'aide de travaux préparatoires, qu'à un moment ou à un autre, il y a eu une coagulation de cette intention permettant aux États, malgré une disposition explicite, de se retirer du traité. Pour le peu que j'en connaisse les travaux préparatoires, je fais un monde honorable, je ne pense pas que telle était l'intention, bien au contraire. Ceci explique probablement ce réseau, cette toile très dense de déclarations et autres, pour sauvegarder, avoir donc les coups de franche. L'autre scénario est celui de la littera B, qui dit que le droit de dénonciation puisse être déduit de la nature du traité. Alors, il y aurait certaines catégories de traités dont la nature admettrait les droits de dénonciation unilatérale. La Commission du droit international, dans son commentaire au futur article 56, paragraphe 1er, nous donna une liste de 3 catégories de traités: traités d'alliance militaire ou politique, traités d'amitié, traités de commerce. Difficile de caser le pacte Briand-Kellogg dans l'une de ces 3 catégories. C'est d'ailleurs aussi l'avis de l'International Law Association dans sa résolution interprétative de 1934. Les pactes ne pouvaient donc pas être dénoncés et d'ailleurs aucun État ne les dénonça. Les sites du DFAE confirment qu'il est toujours en vigueur. Donc il suffit de cliquer sur le site du DFAE pour remarquer qu'il est toujours en vigueur, qu'il lie donc les États. De même que son homologue britannique, le Foreign and Commonwealth Office. La jurisprudence internationale n'est pas en reste. Dans une sentence arbitrale de 1976, arbitre unique, M. Pierre Lalive, c'est l'affaire Dalmia Cement Limited versus National Bank of Pakistan, le tribunal arbitral affirme sans hésitation que le pacte de 1928 est toujours en vigueur et régit les relations entre les parties. Je me dis maintenant 2 mots sur les relations du pacte avec d'autres traités portant sur la même matière. Pacte de la SDN. À la rigueur des termes de l'article 1er du pacte Briand-Kellogg, celui-ci aurait dû rendre inapplicables toutes les dispositions du pacte, 12, 13 et 15, qui portaient sur la procédure.
c'est-à-dire sur ces procédures obligatoires que les États devaient suivre avant de recourir à la guerre, rendant par là même autonome l'article 10 qui affirmait le caractère illicite des guerres d'agression. Mais aucune des propositions d'amendement du pacte qui furent avancées dès 1929 par les États membres afin de mettre au diapason, afin de rendre compatibles leurs obligations en vertu du pacte et leurs obligations en vertu du pacte de l'SDN, ne furent adoptées. De sorte que les conseils de l'SDN, les organes de l'SDN, continuèrent d'appliquer le système originel non révisé du pacte. Qu'en est-il maintenant des rapports entre le pacte de 1928 et la troisième convention de l'Haye qu'on a vue au tout début de cet exposé, celle relative à l'ouverture des hostilités, qui prévoit donc la procédure obligatoire et qui déclare le droit de l'État de mener la guerre, le ius ad bellum. Or, il est indiscutable que le pacte de 1928 prévaut dans son application sur la troisième convention de l'Haye, l'ex posterior derogat leggi priori. Dans le même ordre d'idées, dans la même veine, il n'est pas osé d'imaginer que finalement le pacte de 1928 ait abrogé implicitement la troisième convention de l'Haye, qui codifiait le droit de mener la guerre. Si l'on croit à la règle de droit international coutumier, codifiée à l'article 59, paragraphe 1, littéra B de la Convention de Vienne, je cite, selon laquelle le traité antérieur, c'est-à-dire la troisième convention de l'Haye, est considéré comme ayant pris fin si les dispositions du traité postérieur, pacte Briançon-Kellogg, sont incompatibles avec celles du traité antérieur, troisième convention de l'Haye, à tel point qu'il est impossible d'appliquer les deux traités en même temps. Fin des citations de l'article 59 de la Convention de Vienne. Alors, il me semble difficile, même en faisant une quadrature du cercle ou des voltiges herméneutiques, de concilier la troisième Convention de l'Haye qui codifie le ius ad bellum avec le pacte Briançon-Kellogg qui, en revanche, interdit la guerre en tant qu'instrument de politique nationale. Quelles sont les valeurs ajoutées du pacte de 1928 ? Évidemment, notre pensée, notre esprit court immédiatement à l'usage de la force ou le recours à la guerre. C'est vrai, la prohibition de la guerre en tant qu'instrument des politiques nationales représente une avancée notable par rapport aux obligations de nature plutôt procédurale du pacte de l'SDN. Il y a deux guerres, cependant deux types de guerres qui échappent à l'interdiction du pacte de 1928. Primo, les guerres qui ne sont pas menées dans le but d'une politique nationale, c'est l'article 1er. Et deuxièmement, les guerres qui sont menées contre un État lequel, en violation de ses obligations au terme de ce même pacte, aurait eu recours à la guerre. Je m'explique. On ne parle pas de victimes d'agression. L'État victime d'agression recourt à la guerre, à la force armée au titre de légitime défense. Mais je parle d'un État qui agresse un autre État. Il y a l'État victime de l'agression, mais il y a aussi les États tiers par rapport à l'agression, qui sont des États qui pourraient avoir le droit, qui seraient donc libérés de l'obligation de neutralité et qui pourraient, au titre du pacte de 1928, venir en aide, s'ils le souhaitent, ils ne seraient pas obligés de venir en aide à l'État victime de l'agression. Donc, pour ce faire, il faudrait effectivement interpréter la disposition contenue dans le pacte, l'article 1er, comme étant une obligation erga omnes partes contractantes, c'est-à-dire la violation de cette obligation interdisant la guerre déclencherait un intérêt à agir au bénéfice de tous les États et qui pourrait donc venir en aide, être libéré de l'obligation de neutralité, très importante encore à l'époque, et donc venir en aide au secours de l'État agressé. C'est en tout cas l'interprétation qui a été faite en 1939 par le Harvard Law School dans son projet de convention sur les droits et devoirs des États. Donc finalement, le pacte Briançon-Kellogg aurait créé une sorte de système de légitime défense collective ou de système de sécurité collective, ce que craignait justement M. Frank Kellogg. Donc il était bon prophète à cet égard. Autre innovation remarquable, ce sont les réparations des guerres. Si la guerre menée en tant qu'instrument de politique nationale est illicite, la responsabilité internationale de l'État qui l'aurait donc menée est engagée. Donc, il en résulte que tous les dommages causés par cette guerre illicite doivent être réparés par l'État qui a mené la guerre. Donc, d'une certaine manière, le pacte de 1928 codifie le principe
plus tard, codifie donc les principes de la responsabilité exclusive dont fut frappée l'Allemagne impériale à l'issue de la Grande Guerre et érige le modèle de la réparation intégrale des dommages. Donc cette idée de la réparation intégrale comme étant un principe général. Ensuite, je viens maintenant à quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et qui est l'obligation de non-reconnaissance. Le pacte de 1928 constitue le point de départ en droit international coutumier d'un principe qui verra le jour précisément dans les années 30, grâce au pacte. Et grâce aussi à l'impulsion des États-Unis, et grâce aussi, ce sera donc le dernier dans ces grandes lignées des secrétaires du département d'État américain, M. Stimson. La doctrine qui prend son nom, la doctrine éponyme de l'obligation de ne pas reconnaître les situations territoriales réalisées par l'usage de la force. La guerre est non seulement illicite per se, mais aussi dans les effets qu'elle crée. Donc, toutes les situations territoriales, annexions, État fantoche, Mandchourie, Manchukuo, ne doivent pas bénéficier de l'obligation de reconnaissance, ne doivent pas bénéficier, de la reconnaissance des autres États qui auraient pu par le passé valider, assainir cette illicéité originelle, cette illégalité originelle. Grâce au pacte de Paris qui est expressément nommé dans la fameuse note de M. Stimson envoyée à la Chine et au Japon lors de la crise de la Mandchourie en 1932, donc Stimson et donc la politique étrangère américaine peuvent justement dire il y a une obligation de non-reconnaissance, nous n'allons pas reconnaître ce que vous avez fait aux Japonais parce qu'il y avait le pacte de Paris. S'il n'y a pas eu de pacte de Paris, ils n'auraient pas pu dire les effets sont illégaux parce que la guerre n'aurait pas été illicite. Ce principe est d'ailleurs l'un des piliers du droit international contemporain, désormais déclaré dans la résolution 2625. C'est le principe de non-reconnaissance de ces situations territoriales réalisées par la force, qui lui aussi découle du principe architrave du système international, qui est l'inadmissibilité de l'acquisition des territoires par la force. Le juge Torres Bernardes, dans l'affaire Qatar-Bahreïn, a vu juste lorsqu'il a reconnu, il a martelé sur la filiation entre l'obligation de non-reconnaissance et le pacte Briand-Kellogg. L'autre domaine dans lequel le pacte Briand-Kellogg a donné sa contribution fort bienvenue, c'est le droit international pénal. Vous y attendez, bien évidemment. L'universalité de la participation au pacte permit au tribunal militaire international de Nuremberg de déclarer haut et fort, dans son jugement, contre les grands criminels de guerre, que, dans sa pensée, la renonciation solennelle à la guerre comme instrument des politiques nationales implique que la guerre ainsi prévue est en droit international illégitime. Ainsi représentée, la guerre d'agression devient le crime par excellence. Et comme le dira plus tard l'article 6, littéra A de l'accord de Londres qui établit le tribunal militaire international de Nuremberg, le crime contre la paix est le crime suprême parmi les crimes. Mais juste un mot, une note en bas des pages, il n'était pas facile au départ, maintenant c'est évident, mais il n'était pas facile au départ d'établir un lien entre l'illicéité d'une guerre d'agression ou d'une guerre menée en tant qu'instrument de politique nationale et la criminalité internationale, la responsabilité pénale internationale des individus, organes de l'État qui auraient décidé cette guerre. Donc il fallait faire un bond, il fallait combler cet interstice entre illicéité de la guerre et criminalité de l'individu qui aurait décidé, planifier cette guerre. Et dans la grande discussion qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, Sir Hersch Lauterpacht, René Cassin était probablement le premier à établir ce lien, ce nexus, ce lien, cet accrochage entre cet ancrage entre l'illicéité de la guerre engageant la responsabilité de l'État et la criminalité du comportement des individus organes de l'État qui l'auraient décidé, engageant la responsabilité pénale internationale de ces personnes. Et enfin, le droit de légitime défense, et l'affinage jurisprudentiel, dont vous voyez ici deux extraits, deux exemples, montre la réfutation du prétendu caractère self-judging du droit de légitime défense. Le juge Koroma, dans son opinion dissidente, jointe à l'avis consultatif de la Cour dans les armes nucléaires en 1996, demande bien évidemment de l'Assemblée générale. Si le droit international doit jamais devenir une réalité, la question de savoir si une action entreprise sous le prétexte de la légitime défense était de caractère agressif ou bien défensif devra faire l'objet d'une enquête appropriée et d'un arbitrage. L'article 51 qui en est la filiation
d'une certaine manière, de toutes ces discussions qui entretinrent la conclusion du pacte de Briand-Kellogg montrent que les États ont tous une compétence concurrente et égale pour déterminer s'il y a eu ou non acte d'agression. Ce n'est pas à l'État lui-même, qui s'estime avoir été donc agressé, de faire une constatation, une interprétation valable erga omnes. Tout État, et surtout dans les systèmes des Nations Unies, on a souvent le Conseil de sécurité qui a une compétence à cet égard. Dans l'affaire Hirota, le tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient, en 1948, balaya d'un revers de la main le caractère self-judging du droit de légitime défense. Et pour véritablement terminer cet exposé, quelle était l'utilisation de ce pacte dans la pratique des États et des organisations internationales au cours de l'histoire avant la Charte des Nations Unies, puisque après on a eu l'article 2, paragraphe 4, donc, et peut-être qu'il était moins invoqué, à juste titre, puisqu'on avait la version améliorée, entre guillemets. Dans la pratique d'avant la Charte, on recense les situations suivantes. La liste n'est guère exhaustive, elle est plutôt illustrative. Il fut invoqué par les États-Unis dans les conflits entre la Chine et l'URSS. Il fut dans les conflits entre le Japon et la Chine, le représentant chinois auprès de la SDN s'écria haut et fort: « The Covenant and the Pact of Paris are our two sheet anchors ». Donc, vraiment, les étoiles polaires de la politique étrangère de ces États. Dans les conflits entre Pérou et Équateur, relativement au district de Laetitia, l'Organisation des États américains l'invoqua. L'Assemblée de l'SDN y fit référence à l'occasion de l'annexion de l'Autriche en 1938, ainsi que lors de l'expulsion de l'Union soviétique pour avoir envoyé la Finlande en 1939. C'était véritablement le champ des signes de l'institution genevoise avant son hibernation. Au contraire, le pacte de Paris disparut du radar de la SDN lors de la guerre entre l'Abyssinie et l'Italie, qui fut probablement le premier coup de grâce porté donc à la crédibilité du système du pacte de la SDN, en filigrane de l'interdiction générale du recours à la force. In fine, le pacte fut invoqué de manière peut-être quelque peu abusive par la doctrine soviétique afin de justifier la correction des frontières effectuée aux dépens des puissances vaincues de l'Axe en Europe. En effet, à Téhéran en 1943 et à Yalta en 1945, Staline, probablement informé par ses conseillers, invoqua le pacte de Paris pour dire oui, on va déplacer la ligne des frontières de la Pologne vers l'ouest, la future ligne Oder-Neisse, comme manière de punir, de frapper l'Allemagne pour avoir mené une guerre d'agression et d'avoir violé en amont le pacte Briand-Kellogg. En guise d'épilogue, j'aimerais donc, entre guillemets, insister à nouveau sur les liens des filiations de la Charte des Nations Unies par rapport au pacte Briand-Kellogg. Nous le voyons dans les textes de la Charte atlantique qui fut signé au large de Terre-Neuve dans l'océan Atlantique. Et les États sont convaincus que toutes les nations du monde, pour des motifs aussi bien réalistes que spirituels, il faudrait bien souligner, mettre en exergue réaliste aussi, devront finir par renoncer à l'usage de la violence. Et le fait étonnant, c'est que et ensuite vous avez la doctrine Stimson, c'est-à-dire aucune modification territoriale ne sera reconnue. Le fait étonnant, c'est que sur les 22 volumes des travaux préparatoires, la chose est facile, je ne les ai pas tous lus bien évidemment, mais étant donné qu'on peut faire la recherche par mots-clés, sur les 22 volumes des travaux préparatoires de la conférence de San Francisco, seulement 10 pages sont consacrées à l'article 2, paragraphe 4 de la Charte. C'est étonnant. Mais peut-être que la réponse à ça nous vient du représentant néo-zélandais lors de la conférence de San Francisco. Il disait: on n'avait pas besoin d'en discuter, puisque tous les États s'étaient déjà engagés à ne pas recourir à la guerre conformément au pacte. Fin de citation. Je vais conclure cet exposé avec le mot de Henry Stimson, donc secrétaire du département d'État américain, qui ont été reproduits verbatim dans le jugement du tribunal militaire international à Nuremberg. Je vous remercie pour votre bienveillante patience.